Tout est très fluide et flexible. Entendu. Bon, du coup, pour commencer, est-ce que tu ferais juste nous en dire un peu plus sur toi, sur ton rôle et sur Abby? Eh ben oui, oui, enchanté. Donc Nicolas Lespinasse, je suis un des 4 cofondateurs de Abi et je suis CEO. Abi, c'est une application qui accompagne les entrepreneurs indépendants dans la gestion de leur activité. On est basé sur 3 modules principaux, tout ce qui est facturation, comptabilité et productivité. Mon rôle dans l'entreprise, je dirais, c'est le rôle d'un CEO relativement classique. Je me donne 3 grandes missions. Euh, la première, c'est inévitablement de make the business bankable. La deuxième, c'est de trouver des gens plus compétents que nous sur les sujets les plus cruciaux de l'entreprise. Et la troisième, c'est de travailler avec les équipes, les clients, les partenaires, à créer une vision stratégique et une vision d'exécution la plus nette possible pour qu'on puisse atteindre nos objectifs rapidement, efficacement et dans les meilleures conditions. Top, parfait. Et par rapport à justement Abby au stade de croissance où vous en êtes aujourd'hui, est-ce que tu peux juste nous en dire un peu plus aussi sur en fait toute l'évolution d'Abby, où vous en êtes aujourd'hui? C'était quoi à peu près les principales étapes de croissance de l'entreprise? Ouais. Nous, on s'est lancé donc en avril 2021. Très rapidement, on a sorti notre module de facturation, facture, devis, etc. L'objectif, c'était d'être très efficace en termes de delivery. On avait besoin de sortir un produit puisque le business s'appuie sur le produit. Et notre première vision, c'était de faire un produit 100% gratuit sur lequel, en fait, on était capable de travailler sur la donnée et en fait de comprendre quels étaient les besoins des entrepreneurs et même de comprendre encore mieux qu'eux comment on pouvait leur servir en travaillant avec des entreprises partenaires qui proposent des produits et services additionnels aux nôtres. On a fait un super développement pendant 1 an et demi pratiquement. Donc avec vraiment beaucoup de volume, beaucoup d'inscrits, on commençait vraiment à avoir nos premiers brain lovers, power users. Et puis en fait, on fait un premier constat d'échec au bout d'1 an et demi, c'est que notre business model ne fonctionnait pas. On avait une incapacité à monétiser nos clients. Et donc on a très vite évolué sur un business model beaucoup plus classique, sur donc du récurrent, en proposant donc 2 formules différentes en plus d'une formule gratuite toujours, qui aujourd'hui est probablement la formule gratuite la plus complète en France pour l'entrepreneur indépendant. Et donc en fait on fait ce pivot à peu près en juillet, août 2022. On commence vraiment à tester cette traction de septembre à décembre. Et en fait à partir de janvier 2023, c'est là que ça explose. On fait de plus en plus d'inscrits, de plus en plus de volume d'utilisation. On fait des milliers et des milliers de monthly active users. Et donc c'est là qu'on détecte qu'on a vraiment une très bonne traction. À partir de là, on décide de faire une première levée de fonds, donc série seed. Enfin plutôt, non, alors c'est la deuxième levée de fonds, mais première vraie grosse levée de fonds en série seed, où on a levé un peu plus d'1,2 million d'euros. Ce qui nous a permis en fait depuis 1 an d'accélérer du plus fort possible, donc d'investir et dans le produit et dans le marketing, pour aller chercher toujours plus de clients et aller chercher toujours plus de satisfaction, toujours plus de rétention. Et en fait, aujourd'hui, on arrive, en gros, on a plus de 80 000 entrepreneurs qui ont rejoint la plateforme. On génère des dizaines et des dizaines de milliers de documents chaque mois, de facturation et même de documents de gestion. Et donc aujourd'hui, on atteint un niveau d'utilisation où on peut revendiquer être une des entreprises en France qui accompagne le plus d'entrepreneurs indépendants. Trop bien. Et par rapport à justement au début sur le modèle gratuit, est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais du coup à à des SaaS de commencer par Oui, ça ou pas? en fait, nous on est sur un marché qui est assez particulier, c'est que on fait du B2B parce que on facture des abonnements à des entreprises, mais en fait en réalité le comportement de nos clients se rapproche beaucoup du consumer. Donc en fait c'est tout à fait compatible. En fait je dirais que c'était plutôt un problème de vision à l'époque. On s'est lancé sur un produit gratuit avec la vision d'un produit qui était payant
payant et haut de gamme. Alors ça veut pas dire que quand on fait du gratuit, on peut pas faire du haut de gamme, mais on a vraiment conçu un produit qui en fait était ultra adapté à l'abonnement. Euh, et c'était pas vraiment le cas pour la partie gratuite, même si hein, on a eu le temps d'expérimenter pas mal de choses, mais on a vite été confronté à des problèmes de volume, un produit très complexe, et avec une nécessité de travailler plus sur l'expérience utilisateur que sur les fonctionnalités en elles-mêmes. Donc en fait là vraiment, je dirais la morale de l'histoire, c'est entre guillemets un problème de vision. On s'est lancé sur ce business model gratuit qui aurait pu être pas mal. Très probablement qu'on va continuer à récupérer tout ou partie de ce business model dans l'avenir parce que inévitablement c'est un moyen de rémunération pour nous. Euh, mais vraiment la décision du pivot en fait était ultra adaptée à la vision qu'on avait de notre produit. Et en fait les 4 cofondateurs on est des amoureux du produit, on aime faire le produit, on aime le concevoir, le penser, on aime le voir être utilisé, on aime en parler. Et donc vraiment, on a mis énormément d'efforts à créer un produit le plus exceptionnel possible pour les entrepreneurs indépendants. Et par rapport à cette décision du pivot, est-ce qu'il y a eu des métriques financières qui vous ont poussé à la prendre ou Oui. et c'était quoi du coup? En fait, bon, c'est assez simple, hein. En gros, on commence à déployer les briques de monétisation sur ce business model gratuit fin 2021, début 2022. Euh, les premiers mois, on observe une première traction, on commence à faire un petit peu de volume d'encaissement, mais le problème c'est que on n'avait absolument aucun récurrent. C'est que les gens, en plus généralement, donc nous on faisait de la création d'entreprise et de la gestion d'entreprise gratuite. Euh, les gens venaient créer leur entreprise, consommer un produit. Là-dessus, on commençait à avoir un niveau qui est pas trop mal, mais sauf qu'en fait, ils revenaient jamais, ne consommaient pas d'autres produits, et même on avait un problème de rétention, puisque le problème d'un produit de gestion, notamment gratuit, c'est que ça n'a pas la même valeur aux yeux des gens. Et donc, en fait, on avait beaucoup de gens qui s'y mettaient, et puis qu'en fait, très rapidement partaient. Euh, et en grande partie parce qu'on attirait une cible qui n'était pas suffisamment sérieuse pour le produit qu'on proposait. Et donc en fait c'est une question de métrique business pure de dur. C'est qu'à l'époque on dépensait plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois pour développer l'activité avec des revenus qui dépassaient même pas les 10 000 euros par mois. Et en fait on a plafonné, c'est-à-dire les premiers mois on fait quelques milliers, on commence à plafonner autour de 10 000 et en fait on voit que le seul levier pour augmenter nos revenus c'est d'augmenter notre acquisition, donc d'augmenter nos dépenses et en fait aucune visibilité sur un business model rentable. À partir de là, les 4 cofondateurs, on s'est posé la question de ouais, c'est ça, de l'utilité même de notre business model et de notre capacité à faire une entreprise. Donc une entreprise, c'est une boîte, enfin ça génère de l'argent, Ouais. et donc inévitablement on a dû pivoter. Ok, top. Et par rapport à justement les métriques financières et toutes ces questions-là, aujourd'hui, comment est-ce que ça a évolué? C'est quoi après les métriques que vous regardez le plus? Est-ce que ça a changé ou pas? Ouais, non, alors c'est drastiquement différent, hein, puisque Ouais. à l'époque, donc on était sur de la consommation one shot, donc on regardait les revenus et puis surtout notre capacité à refaire consommer les gens. Là aujourd'hui, nos métriques sont plus du tout les mêmes puisque notre métrique principale c'est le revenu récurrent mensuel ou annuel, hein, peu importe, ça revient exactement au même. On regarde évidemment la rétention. Alors, contrairement à de la consommation one shot, la rétention c'est pas notre capacité à refaire payer les clients puisque c'est induit par l'abonnement. C'est notre capacité à les retenir dans le temps, sachant que nous on propose un produit sans engagement. Et puis, donc c'est ça, c'est revenu récurrent. On regarde notre capacité à retenir, on regarde le panier moyen, combien en moyenne nos clients payent en abonnement tous les mois ou tous les ans, peu importe. Et puis en face de ça, on y met euh, les charges qui sont directement liées à l'accompagnement de ces clients, hein, la relation client, le coût des serveurs, le coût de certains outils. Et puis les coûts d'acquisition, donc tout ce qui est marge brute et coûts d'acquisition, pour in fine arriver à une équation de notre business model qui nous permet de nous montrer à nous-mêmes, mais aussi de montrer à notre écosystème et notamment nos investisseurs qu'on a mis le doigt sur un business model rentable. Ok, top, trop bien. Et par rapport à justement, je trouve ça assez intéressant la formule du sans engagement, d'où ce choix aussi. C'est une question de cible.
En fait, bon, les deux mondes ont leurs avantages et leurs inconvénients. L'engagement dans le temps rend beaucoup plus difficile la décision et donc la conversion, inévitablement. Si on demande à nos utilisateurs de s'engager sur 2 ans, 3 ans, forcément, on fait moins de conversions. Et puis, à l'inverse, quand on fait de l'engagement comme ça, on a plus de rétention, en tout cas en théorie. Nous ici, on a réussi quand même à pas trop mal allier les deux, puisque aujourd'hui, en fait, on propose de l'abonnement mensuel et annuel. Évidemment, on propose une réduction pour tous ceux qui s'abonnent en annuel. Donc, on optimise notre rétention en faisant ça, avec des paiements systématiquement upfront. Et en fait, avec ça, on a une équation business aujourd'hui qui marche très bien pour nous, une belle capacité à convertir, une capacité à convertir qui ne coûte pas trop cher, parce qu'on est quand même, quand on fait du consumer, on n'est pas sur les mêmes paniers moyens que une entreprise de 50 employés qui paye un expert comptable. Inévitablement, on est bien inférieur, et donc on n'a pas les mêmes moyens, sales, conversion, accompagnement. Donc c'est aussi c'est aussi aligné avec notre capacité à déployer de l'humain directement sur la conversion, la rétention. Et par rapport à ça, juste pour finir un peu la partie métrique financière, tu as souvent répété que vous étiez les amoureux du produit. Est-ce que potentiellement tu penses que ton regard aussi des métriques financières a évolué? Est-ce que tu as commencé à regarder des KPI différents? Est-ce que tu as, Ouais. des leçons que tu en as tirées aussi? Effectivement, alors en fait, ça va être lié. Alors en fait, les réflexions qu'on va mener sont toujours liées aux métriques principales de business que je t'ai données avant, qui Oui, sont la rétention et la conversion. Quand on va parler en fait, il y a quelque chose qui va être très commun à ces deux métriques, c'est l'activation du client. On va mesurer ça de deux manières différentes. On va énormément mesurer l'activation à l'inscription. Et même, on va essayer de créer des cohortes en fonction de l'activation sur certaines fonctionnalités. Quelle est notre capacité à convertir? Par exemple, on sait aujourd'hui qu'il y a des fonctionnalités, si on active l'utilisateur, on a 60% de chances de le convertir, ce ok. qui est énorme. Oui, Quand on n'a pas quelqu'un au téléphone, c'est énorme. À côté de ça, inévitablement, donc on fait remonter tout ce qui est action key, tout ce qui est login, inévitablement, le volume de login, et puis sur la rétention, on va mesurer les différences d'activation et d'utilisation. Un client qui va faire, je dis une bêtise, hein, mais 50 action keys sur le mois de mars et qui en fait 10 sur le mois d'avril, on sait que potentiellement ça va commencer à être compliqué. Et donc en fait, toutes ces métriques product vont nous permettre ensuite de calculer du scoring, tant sur la conversion que sur la rétention, et donc ensuite de déployer des leviers qui vont nous permettre de mieux convertir ou de mieux activer, toujours dans cette philosophie de business de masse, business de volume, avec beaucoup d'automatisation, de campagnes, de one-to-many, etc. top. Et par rapport à tout ça, est-ce que aussi le fait de lever des fonds, ça change aussi votre rapport à toutes ces métriques-là ou pas du tout? Oui, bien sûr, parce que euh, c'est ce que je trouve personnellement très intéressant dans ce monde de la startup, disons. Ouais. Euh, on est challengé au quotidien par les gens avec qui on discute, que ce soit les investisseurs qui ont déjà mis de l'argent, ou que ce soit des gens qui sont intéressés pour pouvoir en mettre. Il y a toujours des points de vue différents, il y a toujours des métriques qui intéressent plus ou moins. Et donc nous, ça nous challenge au quotidien, ça nous oblige à prendre du recul, à revoir certaines fois notre copie, notre manière d'analyser, notre manière de comprendre notre business. Donc oui, nos investisseurs ont un impact très positif sur notre capacité à analyser notre business et même à créer la vision. Quelle est la bonne métrique? Quelle métrique on devrait atteindre, sachant qu'on en est là aujourd'hui, en rétention, en conversion, en activation, en upsell, en capacité à monétiser. Voilà, c'est vraiment, c'est très très positif. Et évidemment, il y a quand même un enjeu à garder notre ADN. Oui. Euh, une des clés de notre croissance et de notre réussite, c'est parce qu'on est des amoureux du produit et qu'on a cherché à développer un très bon produit. Évidemment, bon, les points de vue peuvent diverger. Et donc, c'est aussi notre capacité à garder ce lead et à expliquer pourquoi notre vision est la bonne et à continuer à prouver que notre vision est la bonne. Et ça, par rapport à ça, justement, parce que j'imagine que vous devez faire un peu les investors updates assez régulièrement. Bien sûr.
Est-ce que du coup votre manière aussi de comment est-ce que est-ce que cette vision-là, elle a un impact aussi sur la manière dont vous le faites et du coup vos reports, sont un peu différents que d'autres startups là-dessus? Ou est-ce que vous avez un peu Euh, uniformisé ce modèle-là aussi? Très honnêtement, notre reporting, en fait, je m'attarde pas énormément sur le reporting des autres boîtes, honnêtement. Ouais. Je pense que ça reste très classique, hein. C'est notre croissance de revenus récurrents, l'évolution de notre rétention, l'évolution de notre panier moyen, l'atteinte de nos objectifs, les updates RH, les objectifs accomplis, le suivi de la trésorerie. On est vraiment sur quelque chose de très standard, comme beaucoup d'entreprises qui font du revenu récurrent et même, je dirais, de manière plus précise, on se rapproche énormément des métriques SaaS. OK, Voilà. top, parfait. OK, top, attends, je vais juste regarder les autres questions que j'avais. Ta, 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 ta. Ouais, j'avais aussi un peu pas mal des questions aussi sur la partie erreur, mais je pense qu'on en a un peu parlé, mais est-ce que potentiellement tu penses que comme vous avez tous aussi plus un profil tech et très produit, il y a eu des choses que vous auriez pu faire autrement et Ouais. tu aurais du coup des conseils pour des entrepreneurs qui La sont... vision du business model, il y a un jour, peut-être, c'est un des éléments qui m'a fait tiquer, c'est un jour, je lis un article d'une entrepreneuse qui parlait de son expérience et qui disait qu'une des erreurs fondamentales qu'elle avait faites, c'est de lancer un business sans avoir une idée claire du business model. Alors, on avait une idée du business model, on en avait une vision, mais vraiment pas du tout précise, et surtout, en fait, pas adaptée à notre vision sur l'exécution et notamment l'exécution du produit. Donc, voilà, je dirais ça, c'est l'erreur numéro un. En fait, comme on est à la base des techs, on est ingénieur, on est des amoureux du produit, on n'a pas suffisamment mis au centre des réflexions notre capacité à générer du revenu, à générer de la croissance, pas que en termes d'utilisateurs, d'utilisation, d'activation, mais aussi en termes de capacité à convertir et à monétiser nos utilisateurs. Ça, c'est vraiment une erreur qu'on a faite et sur laquelle on va pouvoir, demain, on devrait si on doit recréer une entreprise, enfin, on gagnerait peut-être 6 mois d'exécution parce que justement, on n'a plus ces tests à faire. Ensuite, je dirais quelque chose qu'on a mis un peu plus de temps à comprendre, c'est la philosophie entre guillemets un peu low touch. Euh, on est sur une clientèle particulière avec des paniers moyens qui sont pas très élevés. On ne peut pas concevoir notre business comme un SaaS qui encaisse 500 euros de panier moyen mensuel, Ouais. inévitablement. Et donc, eh ben, c'est pas les mêmes inspirations. Et donc, au début, on regardait des choses très différentes. On s'inspirait de SaaS qu'on aimait beaucoup, mais qui était beaucoup plus high touch, avec des beaucoup plus gros paniers moyens. Et donc, on a dû adapter cette vision, et ça a été un énorme apprentissage. Mais encore une fois, c'est lié à l'argent, à notre capacité à être rentable. Ça s'est fait parfois même un peu dans la douleur, hein, de comprendre à quel moment on va taper un mur et pourquoi on tape un mur, et qu'est-ce qu'on a mal fait. Et bon, bah, c'est des moments qui sont pas faciles à vivre, mais on fait des pas de géant dans notre apprentissage et dans notre maturité d'entrepreneur. Et ça, là-dessus, comment est-ce qu'on progresse sur ces points-là? Parce que je pense que c'est quand même des problèmes assez communs. On fait. En fait, Ouais, là, c'est vraiment le seul moyen de progresser, c'est de faire, de se confronter à la réalité. Euh, bon, il y a des gens qui vont dire, bah, il faut avoir été aussi employé, avoir vu d'autres boîtes, etc. Ok, c'est vrai, ça évite de faire des erreurs, mais si on compare en termes de temps, le seul et unique moyen d'aller vite, d'être efficace, de faire quelque chose vraiment qui pulse, d'avoir le feu, c'est de faire continuellement faire, de prendre des risques. Il faut avoir un minimum d'audace. D'ailleurs, ça fait partie de nos valeurs. Il faut savoir prendre un peu de risques. Alors, il faut mesurer les risques en fonction de l'étape de développement aussi, hein, évidemment. Quand on gagne rien, bah, c'est beaucoup plus facile de prendre des risques que quand on a une vraie traction et pas mal de revenus. Mais vraiment, c'est ça. Il faut exécuter, apprendre à prendre des risques, à tester, itérer constamment, et à ne jamais laisser des sujets en suspens en se disant on verra ce que ça donne plus tard. C'est une bataille au quotidien.
Et par rapport à la prise de risque, justement, tu disais avant que vous avez un peu changé de modèle, parce que vous voyez que vous pouvez pas aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, la levée de fonds permet aussi de prendre plus de risques potentiellement, Non, ou vous avez plus de traction? non, 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 la levée de fonds permet pas de prendre plus de risques. Non, la levée de fonds, c'est une marque de confiance en ce qu'on a créé. Et donc, en fait, le risque, il faut le mesurer. Et aujourd'hui, je parlerai plus de risque. Je parlerai plutôt de test et d'itération. Ok. Oui, il y a une partie de notre budget qui a été dédiée et qui est encore dédiée à tester, que ce soit en acquisition, que ce soit au niveau du produit, que ce soit en relation client. Inévitablement, il y a toujours une partie de nos finances qui sont dédiées à tester. Ça, c'est un indispensable si on veut continuer à faire de la croissance, à être concurrentiel sur un marché où il y a déjà pas mal de monde. Voilà, voilà un peu comment je résumerais le truc. Mais non, non, on change de paradigme, hein, entre le 0 à 200 et le 200 à 1 million, et le 1 million à 10 millions. Systématiquement, ce sont des thématiques différentes. Au début, on teste, on fait tout soi-même, on prend plein de risques, on fait plein d'erreurs, mais c'est le jeu. Ensuite, on cherche à stabiliser un modèle, mais il faut être capable de prouver qu'on est capable d'avoir une grosse traction. Et puis ensuite, on scale ce modèle, entre guillemets, à l'infini, avec les problèmes qui y sont inhérents. Ok, top, bon, très clair, parfait. Désolée pour. Et par rapport aussi, moi, juste pour préciser aussi de mon côté, quand tu parlais de la vision précise du business model, cette vision précise, tu vas jusqu'à quelle granularité à peu près? Parce que c'est. C'est une bonne question. Euh, on s'est lancé en vendant un business model en disant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exploser le nombre d'utilisateurs. Et vous allez voir, on va gagner de l'argent en faisant ça, ça, ça. Et à aucun moment, on a modélisé financièrement on devait être capable de réaliser. Combien d'utilisateurs, pour quel taux de conversion, pour combien de reconductions. On n'a pas modélisé ça au jour 1, ce qui n'est pas déconnant non plus, parce que ben, quand on se lance, on teste, on teste, on teste, on teste, mais on a manqué de clarté. euh, on n'a pas suffisamment posé factuellement les choses en se disant, OK, on veut que ce business model soit rentable, et ben voilà, on doit atteindre ça exactement. Et ensuite, bah, tester pour atteindre cette métrique-là. On a manqué vraiment de vision factuelle, chiffrée. Après, c'est difficile aussi, je trouve, de modéliser comme ça au début, quand Oui, t'as comme ça. inévitablement, mais tu vois, sur un business model comme ça, rien n'empêche de dire, OK, bon, eh ben, sur 1000 personnes qui s'inscrivent, admettons qu'on va dépenser tant d'argent parce qu'on commence à avoir un petit peu de recul, on a testé déjà des premières choses. Je parle pas forcément des 2 premiers mois, ni même peut-être des 6 premiers, mais par contre, les 6 d'après, oui, ça commence. On sait combien nous coûte un inscrit. On sait combien nous coûte le service qu'on rend à un inscrit. Ok, qu'est-ce qu'on doit réellement être capable de réaliser? C'est être capable de poser, entre guillemets, cette équation business. Alors, on a eu aussi la chance d'être accompagné par les gens qui ont fini par nous dire, aussi nous permettre de comprendre où est-ce qu'étaient nos vrais problèmes, notamment au niveau de la vision. Je pense à quelqu'un, hein, qui vraiment a drastiquement changé ma manière de voir notre entreprise. Et en fait, il y a une raison à ça, c'est que nous, on venait du monde du service. Alors, on n'a jamais été vraiment employés, les 4 cofondateurs, on a toujours été entrepreneurs, mais notre première entreprise, on était une entreprise de service. Et donc, c'est pas la même chose, on vend du temps, c'était du temps humain pour vendre, pour convertir, et c'est même pas forcément de la vente, c'est de la vente conseil. Donc vraiment, changement de paradigme, et donc on a oublié vraiment de poser les choses factuellement. En tout cas, au bout d'un certain temps, on aurait pu le faire et on aurait pu mieux le faire. Top, super intéressant. Euh, tac. Ah oui, bon, et du coup, bon, pour parler de la stratégie justement d'acquisition et de marketing, est-ce que tu pourrais juste aussi nous dire un peu plus sur un peu vos learnings depuis le début? Comment est-ce que vous avez un peu peaufiné aussi la stratégie d'acquisition? Et aujourd'hui, c'est quoi à peu près les clés de réussite d'Abi? On s'est lancé, en s'inspirant un peu de certaines boîtes qu'on connaissait, en discutant beaucoup avec d'autres entrepreneurs. On a peut-être mis un peu trop l'accent sur l'advertising au début, en se disant que c'était la clé de la réussite. On a oublié un peu l'aspect notoriété. Et en fait, c'est un gros learn qu'on a aujourd'hui, c'est la notoriété de notre marque sur un modèle d'acquisition qui se rapproche beaucoup du consumer B2C. On, on a un réel enjeu
à ce que notre marque elle ait une vraie notoriété. Et donc ça c'est très important pour nous. Et donc vraiment là-dessus c'est pareil, c'est en faisant, en comprenant. On a fait une erreur fondamentale par exemple au début, c'est on lance un produit gratuit que personne n'a jamais fait gratuit évidemment. Et pour faire de l'acquisition, on se dit on va lancer un concours et on va offrir un téléphone neuf. Hein, à l'époque c'était l'iPhone 12, donc on voulait offrir un iPhone 12 Pro Max pour les 1000 premiers inscrits. En fait, il y a un énorme problème de crédibilité. Parce que une marque inconnue qui fait que du gratuit et qui en plus fait des concours pour gagner des prix qui sont très intéressants, et ben on se dit elle est où la douille? En fait, c'est juste que nous on était en train de presque flamber entre guillemets le peu d'argent qu'on avait, et donc ça c'est de l'apprentissage aussi. Top. Et la notoriété, tu l'as, parce que du coup, on parle souvent un peu aussi de ROI en marketing, et la notoriété se mesure quand même beaucoup moins. Oui. Vous la mesurez comment et vous... En fait, c'est une bonne question. En fait, nous, on va regarder deux choses. On va regarder le paid, que ce soit affiliation, ads. On va regarder la performance au jour le jour, évidemment, ou semaine après semaine. Donc ça c'est très héroïste, donc très mathématique, donc assez facile à analyser. Et ensuite, il faut regarder à l'échelle macroscopique. euh, Quelle est notre capacité à générer du flux, avec quel type d'action, quelles sont les corrélations éventuelles qu'on peut faire entre telle action et telle action. Euh, mais effectivement, c'est très difficile à piloter la notoriété. Et d'ailleurs, financièrement parlant, ça se gère d'une manière différente en théorie. Ça, c'est des sujets sur lesquels on est encore en train de mûrir. Mais ouais, très difficile. Et j'ai pas de recette miracle. Oui. Vraiment là, c'est créer de la notoriété, c'est une appétence pour la marque et donc une capacité à faire du lead. Et donc il faut être capable de trouver le bon mix marketing, mix budget pour être capable d'investir aux bons endroits et générer suffisamment de flux, et générer suffisamment d'impressions, etc., etc. Ça, c'est encore en construction. Alors même, je pense pas qu'il y ait de finalité réelle. Ouais. Comme tu dis, c'est pas héroïste comme l'advertising, la notoriété, et donc ça se pilote pas tout à fait de la même manière. Et là, c'est vraiment notre capacité à optimiser notre mix marketing. Top. Trop bien. Euh, Parfait. Ah oui, et justement aussi par rapport à tout votre monitoring de KPI, comment est-ce que vous gérez ça entre vous? Enfin, comment est-ce que vous prenez les décisions aussi en fonction de ça? Euh, Sur tous les aspects. Tout ce qu'on ne mesure pas, on n'agit pas. C'est un peu la philosophie. Si on n'est pas capable de dire que telle action va agir sur telle métrique, ça veut dire que l'action, elle n'est pas à mener. Voilà. En fait, je résumerai ça comme ça. Donc, en fait, sur tous les aspects de la boîte, toutes les verticales sur lesquelles on travaille, que ce soit produit, marketing, et vraiment granulairement, hein, donc le SEO, l'affiliation, les partenariats, les lead gen, euh, si on agit, c'est qu'on mesure. Vraiment, c'est systématiquement le truc qu'on essaye de mettre au centre. Ça, c'est l'avantage, entre guillemets, d'être ingénieur. On mesure ce qu'on fait et on a besoin de mesurer ce qu'on fait pour comprendre exactement ce qu'on fait. Parfois, évidemment, il y a des surprises, mais si on ne mesure pas, on n'agit pas. Top, bon, ça fait sens. Et du coup, est-ce que aussi votre manière de d'agir, est-ce que cette philosophie, vous l'avez construite sur la durée ou c'était comme ça dès le début? Est-ce que là-dessus, vous avez aussi plus ou moins... Non, en fait, on a eu un problème d'ingénieur, c'est qu'on a voulu faire tout d'un coup. Donc au début, on a branché plein de métriques parce qu'on a été capable tout de suite d'avoir énormément de mesures. Et en fait, on est arrivé au point où on savait pas quoi regarder. Et parce qu'en fait, on avait le mauvais paradigme, c'est qu'on partait de quelles données on a et donc qu'est-ce qu'on veut analyser. En fait, en réalité, c'est l'inverse. C'est quelle est la problématique, quel est le sujet, et ensuite de quoi on a besoin pour mesurer. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un décalage, c'est que on est allé chercher des métriques qui ont jamais été utiles, ou alors on est allé chercher des métriques, mais c'était pas vraiment les bonnes métriques pour mesurer exactement ce dont on avait besoin. Et donc inversement, quand on a pris les choses dans le sens inverse, quelle est notre problématique? Et là encore une fois, la problématique, elle vient de plein de sujets.
on a envie de progresser sur notre rétention, sur notre conversion. Nos investisseurs nous posent des questions. Et en fait, c'est tout ça qui permet de partir vraiment du vrai sujet d'évolution de l'entreprise et de descendre ensuite sur notre capacité à l'analyser et à comprendre exactement comment ça marche et qu'est-ce qui se passe. Top. Et ce même niveau de granularité, vous pouvez le garder tout au long des stades de l'évolution de l'entreprise. Comment est-ce que ça évolue? Est-ce que justement il y a de plus en plus de métriques? Est-ce que Ouais, les il y a de plus métriques en sont plus de prioritaires? métriques inévitablement parce qu'on est de meilleur en meilleur. Et pour ça, en fait, enfin, moi, il y a un truc, hein. Donc nous, on est très tech, hein. Il y a un truc qui est un outil pour nous qui est central, c'est Mixpanel. Tout, toutes nos données sont branchées sur cet outil. Et donc, en fait, on a l'intégralité des informations dont on a besoin pour faire les analyses dont on a besoin en fonction des problématiques qu'on remonte. Donc, vraiment très important de centraliser ça sur un outil qui va être manipulable par les gens qui ont besoin de le manipuler aussi, très important. On a fait une erreur du style, au début, on était parti sur Google Data Studio, qui a changé de nom, je crois, mais et en fait, on avait pris un stagiaire data science qui nous avait fait remonter énormément de données, mais en fait, le truc, c'est qu'on n'a aucune flexibilité en faisant ça. C'est la moindre chose qu'il faut changer, la moindre perspective à faire évoluer, la moindre cohorte à créer, et ben, il faut faire intervenir quelqu'un, il y a du délai, et donc vraiment, on avait un vrai manque de flexibilité, et en plus de ça, notre analyse reposait sur un stagiaire, ce qui est très mauvais stratégiquement. Donc, il a fallu faire aussi évoluer cette manière de fonctionner. Ah, je comprends. Et là-dessus, justement, par rapport à tout ça, ce serait quoi un peu des conseils super concrets, mais que tu donnerais à toute personne avec le profil similaire à vous, un peu tech, à fond sur le Apprendre à projet? faire de l'argent. Vraiment, mais je suis, apprendre à faire de l'argent, mais en plus j'en connais, hein, j'ai notamment une boîte en tête. Enfin, c'est vraiment apprendre à faire de l'argent, c'est le plus important. C'est central. Une entreprise ne sert qu'à ça. Enfin, elle a un but social, environnemental, peu importe ce qu'on veut lui donner comme dimension. Mais au fondamental, une entreprise doit générer de l'argent, sinon elle n'existe pas. Voilà. Donc vraiment, c'est ça, c'est les sujets d'argent. Comment on fait de l'argent? Et c'est la problématique numéro un. Et c'est ce qui doit permettre de redécouler ensuite sur toutes les analyses qu'il y a à faire. Top, ça marche. Bon, moi, c'est super clair. Je pense que tu as déjà répondu à beaucoup de questions. Parfait. Je pense que peut-être potentiellement on pourrait juste reprendre la dernière question en anglais si ça te va. Ouais. On fait ça comme ça. Ok. Euh, Pas de problème. top. Euh, the main learning we had those past years is about the money. We had to learn how to generate money, how to generate growth. Yeah, money had to be a central point in every reflection we had. This is this is one of the pain we had because we have technical profiles. So we had to learn how to put this subject in the center of the table and learn, think how we can generate money and not only the best product with the best metrics and the best vision, but part of the vision is how to make money. Parfait. Trop bien. Super. Ok, parfait. Merci beaucoup. Top. Parce que en plus, je voulais pas on n'a pas dépassé le temps, donc on est tout bon. Donc si ça te va, à partir de ça, on va faire les articles, on va faire des posts LinkedIn. Dis-moi si t'as Ouais. envie de relire l'article avant qu'on le poste. Bah, je suis intéressé, mais ouais, je veux bien le relire au cas où, mais je pense qu'il y aura pas de, Non, il y aura pas de sujet. on va pas inventer des trucs dedans. Bon, mais ouais, avec plaisir pour le relire, ouais, carrément. Top, super. Bah, du coup, je t'envoie ça. Ouais, Et voilà, et si derrière t'as la moindre remarque et tout, on repassera dessus sans souci. Et ok, merci encore pour tout et pour ton temps. ok, Trop bien. ça Super. roule super. Eh ben, écoute, merci pour l'échange, c'était un plaisir. Ouais, non, c'était super intéressant. Et quand tu parlais juste de la personne qui a complètement changé ta vision sur la manière de faire le business, tu pensais à qui? Boris Warnier. Alors, enfin, il y a deux personnes qui ont eu énormément d'impact sur moi. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas un accompagnement très long terme. Il y a un moment,
une phrase qui change tout. Et là vraiment, j'en donnerai, si j'en donnerais trois. Marc Rochman, notre tout premier investisseur, qui m'a appris quel était le rôle d'un CEO et qu'est-ce qu'on attendait d'une startup, parce que une startup, c'est un véhicule financier, hein, pour ceux qui y investissent. Le deuxième, c'est Boris Warnier, qui m'a appris, qui m'a expliqué par A plus B qu'une entreprise, c'était une équation business. Et le troisième, c'est Jérémy Pouillet de Tomcat, qui m'a fait complètement changer de scope en termes de réflexion, parce que en fait, il m'a fait rentrer, je sais pas si on peut appeler ça la cour des grands, mais il m'a fait comprendre ce qu'on attendait de moi, ce qu'on attendait de nous, ce qu'on attendait d'une startup comme la nôtre, pour que justement ce soit un vrai véhicule financier rentable, parce qu'un investisseur investit pour gagner de l'argent. Vraiment, ces trois personnes ont été très clutch sur ma compréhension de comment on allait faire un vrai business. Top, super intéressant. Trop bien. Et en service, vous faisiez quoi? Et juste par curiosité, c'était plus un modèle On d'agence faisait ou du c'était... dev, on faisait du dev d'applications web et mobile spécifiques. On a travaillé pour quelques super clients. Je sais pas si je peux encore les citer aujourd'hui, mais on a travaillé pour quelques très grosses entreprises en France, notamment deux qui sont très très grosses. Et vraiment, c'est ça. On a fait des apps mobiles, des apps web. On a fait de la configuration de grandes surfaces avec visite 3D. Et en fait, on a appris à l'époque que ouvrir un magasin, un supermarché, un hypermarché, c'est mathématique. C'est littéralement mathématique. Trop bien. Et puis du coup, pour toi, passer justement de ce modèle d'agence, quand tu passes à un modèle de SaaS, pour le coup, ton équation économique change complètement. Rien à voir. Ouais. Rien, mais rien à voir. Mais en fait, on est passé de deux choses complètement différentes. À l'époque, on faisait du service. C'était beaucoup de réseaux, des pipes très longs, fallait parler, faire du conseil, accompagner. Et seulement au bout d'un moment, on faisait de la conversion sur des très gros montants, des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, beaucoup d'interlocuteurs différents à convaincre, alors qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout sur les mêmes thématiques. On est sur un business de masse, de l'acquisition 100% en ligne, un produit product-led growth, hein, donc un produit qui convertit, le produit est au centre de notre attention, alors qu'avant, on développer des produits de nos clients. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui nous a motivés à faire cette transition. On en avait marre de travailler sur des produits pour des gens qui en faisaient rien du tout. On a travaillé pour des boîtes, on leur a fait des produits, des trucs de dingue, vraiment des trucs de rêve, hein. Nous, on aurait rêvé, hein. Nul. Et ensuite, l'exécution autour, nul. Ouais. Vraiment, hein. Et donc en fait, on en avait marre de travailler sur plein de sujets différents, plein d'apps différentes, d'être dans tous les sens et de vendre notre temps. C'est dur, hein, quand même, de vendre son temps. Alors qu'aujourd'hui, on a ce truc de je peux être en rendez-vous à Paris ou à l'autre bout du monde, la boîte elle tourne et on va continuer à encaisser pendant qu'on fait d'autres choses, qu'on travaille, qu'on planifie, qu'on strate, qu'on crée la vision. Top, super intéressant. Ok, trop cool. Ça m'intéresse vachement. En fait, de mon côté, j'ai surtout des agences et j'étais en train de beaucoup de réfléchir à des SaaS dernièrement. Et du coup, je trouve ça assez intéressant de voir cette vision-là de passage. Parce qu'effectivement, quand t'es en agence, faire un bon CA, c'est pas si dur que ça et les pipelines sont pas du tout les mêmes. Et je t'avoue que ça me fait vachement peur tout cet aspect de quand tu lances un SaaS, c'est des beaucoup plus petits paniers et du coup, c'était que dans du volume. Eh Et ben, très honnêtement, pour rien au monde, je ne reviendrai au service. Et en fait, c'est beaucoup plus dans notre ADN. Mais vraiment beaucoup, beaucoup plus dans notre ADN, ce qu'on fait aujourd'hui. Et on a été beaucoup plus rapide sur l'exécution, la compréhension, parce que vraiment, ça nous correspond beaucoup mieux que ce qu'on faisait avant. ouais, top. Donc vraiment, tu vois, je dirais pas que... Parce que même si c'est des petits paniers moyens et tout, après ça dépend du business que tu fais, hein. Il y a des business SaaS qui sont exceptionnels, qui ont des énormes paniers moyens, qui ont des pipes de conversion qui sont relativement longs avec du sales, où le réseau joue aussi, euh, et qui font des super croissances. Mais vraiment, le product-led growth, c'est quelque chose d'exceptionnel. Top. Non, super intéressant. Trop bien. Parfait. Voilà. Je vais passer par toutes ces phases d'apprentissage, mais je t'avoue que je trouvais ça hyper intéressant. Du coup, Bon, et ben tant mieux si j'ai pu apporter de la valeur, c'est cool. top. Trop bien. Ouais, merci pour tout et très bonne journée. Je te tiens au courant sur ça. Je t'envoie le doc du coup. Yes, ça roule, Désolée. super. Merci à Trop toi, bien. passe une bonne Merci. journée. Toi aussi, à bientôt. Salut.